Thierry, ma foi, 45 minutes si je ne m'abuse. C'est ça. On aura 10 minutes de questions, mais qui vont servir. Plus vous serez court, plus il y aura de questions. Voilà. Et 5 minutes de logistique. Et vous me connaissez, je suis impitoyable. À vous. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Thierry Langagne, je suis chercheur au CNRS et parmi mes activités, je travaille sur les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Est-ce que ça marche là? Oui, probablement. Vous m'entendez? A priori, oui. Donc du coup, juste avant de commencer mon propos, j'étais content de ce que j'ai entendu là par les élus. Oui, je suis un peu plus grand. Parfait. Merci bien. J'ai été content de ce que j'ai entendu par les élus, à la fois sur la prise en compte de la biodiversité qui ne doit pas être la troisième roue du carrosse, ce que disait tout à l'heure la RB sur le fait que il y avait quand même une problématique entre l'obscurantisme et la vision scientifique, ce que disait l'Adréal ou ce qui s'est dit à l'Adréal sur les énergies renouvelables qui ne doivent pas être mises en place aux dépens de la biodiversité. Donc tout ça, ça va quand même dans un bon sens et je voulais tous vous remercier pour ce début de journée qui était plutôt bon. Voilà. Et j'espère qu'on va continuer. Donc moi, je vais vous parler du côté sombre de la lumière. Simplement, vous savez que nous sommes en train de quitter l'Holocène pour l'Anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humanité est la principale force de changement sur Terre et qu'elle surpasse les forces géophysiques. Et face à ça, vous avez tous en mémoire le fait qu'on agit sur le climat et qu'on est en train de dérégler le climat à un niveau mondial. Et pour ça, on a mis en place un système intergouvernemental qui s'appelle le GIEC, qui fait des rapports régulièrement. Et concernant la biodiversité, c'est un autre organisme intergouvernemental, l'IPBES, qui fait ce travail-là. Et l'IPBES a noté que l'effondrement de la biodiversité avait un certain nombre de très grandes causes: la fragmentation des paysages, les invasions biologiques, les prélèvements directs, la pollution ou les pollutions et la destruction des habitats. Eh bien, il se trouve que la pollution lumineuse regroupe à elle seule ces différentes grandes causes d'effondrement de la biodiversité qu'on va voir du coup au cours de cet exposé. J'ai quand même remis cette slide juste pour vous rappeler, même si le président de BFC Nature l'a fait tout à l'heure, que l'homme est un animal diurne et que donc notre équipement sensoriel dans les rétines est composé pour une très grande part de cônes et non pas de bâtonnets, ce qui fait qu'on est très, très peu voyant la nuit et que du coup ça nous conduit naturellement, parce qu'on est fait comme ça, à sous-estimer la pollution lumineuse parce qu'on ne voit pas les basses intensités. Et donc ça, c'est une des difficultés pour agir, c'est qu'on... Contrairement à la plupart des espèces de vertébrés et d'invertébrés qui vivent la nuit, qui sont équipés pour, ce n'est pas notre cas. Et évidemment, on a commencé par chasser la nuit, parce que la nuit, c'était un moment critique pour l'humanité, c'était un moment où on était sensible aux prédateurs, et donc on veillait la nuit avec un feu. Et un peu plus tard, ce n'était pas tout à fait les mêmes prédateurs, mais Louis XIV a mis en place la taxe impôt et boue et lanterne pour obliger l'éclairage public des rues de Paris pour éviter les brigands la nuit et les meurtres. Ça s'est poursuivi un peu plus tard avec un éclairage qui était un peu plus optimisé, avec du gaz de houille et puis du gaz naturel, mais il y avait quand même quelques accidents. Et à partir de 1880, on a commencé à essayer l'éclairage par l'électricité, qui s'est révélé assez fructueux, et c'est un éclairage qui s'est développé à grande échelle après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà une vue de Los Angeles en 1908. Donc vous voyez le début de la cité, et voilà la même vue en 2012. Et vous comprenez bien que les choses ont évolué, et concernant la pollution lumineuse, pas tout à fait dans le bon sens. Actuellement, il faut imaginer que 88% du territoire européen est touché par la pollution lumineuse,
80% de la population mondiale, 99% de la population européenne et américaine est touchée par la pollution lumineuse. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui tient une place complètement spectaculaire. Et ça ne vous étonnera pas de savoir que en fait, les premiers à se soucier de la pollution lumineuse, eh bien, c'était les astronomes, puisque la lumière, la nuit, gêne leur activité, gêne leurs observations, et ils ont mis en place un classement de la qualité du ciel, plus ou moins noir, plus ou moins obscur, qui permet de bien travailler pour eux. Et on a trace en 1964 de la première prise en compte de la pollution lumineuse pour installer un observatoire d'astronomie en Angleterre. Alors, pour vous, j'imagine que la pollution lumineuse, c'est un petit peu, vous allez retrouver votre compte dans toutes ces images, que ce soit les monuments, les moyens de déplacement, les serres à contre-saison qu'on éclaire la nuit, etc. Pourtant, toutes ces images reflètent qu'une toute petite partie de la pollution lumineuse, c'est la lumière directe, la lumière qui est émise par les sources, ici un lampadaire, qui est normalement dirigé vers le sol. En tous les cas, c'est tous les rayons qui atteignent directement les organismes vivants qui sont à la surface. Et cette lumière, elle est, on va dire, intense par rapport à ce que je vais vous expliquer juste après. C'est quelques lux, mais vous voyez bien que l'emprise spatiale est plutôt relativement faible. Ça va toucher les quelques dizaines de mètres ou les quelques centaines de mètres carrés d'un terrain de foot ou des choses comme ça. Donc, on voit bien que d'un point de vue écologique, il n'y a pas un gros problème lorsqu'on parle de cette lumière directe. Par contre, il faut penser que cette lumière directe est réfléchie par le sol vers l'atmosphère, réfléchie par les nuages, réfléchie par les molécules d'air, d'eau, par les aérosols. Et ça va créer un halo lumineux qui est certes beaucoup plus faible en intensité que la lumière directe. J'ai mis moins de 0,1 lux pour vous donner une idée. Par contre, qui est juste gigantesque. Lorsqu'on sort du halo de la ville de Lyon au nord, on est déjà rentré dans celui de Villefranche-sur-Saône. Lorsqu'on sort de celui de Villefranche-sur-Saône, toujours au nord, on rentre dans celui de Mâcon. Lorsqu'on sort de celui de Mâcon, etc., etc. Et en fait, la France est complètement mitée par la pollution lumineuse. Et actuellement, au sens propre, il n'y a plus d'espace en France métropolitaine où il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc à Lyon, en 2016, on a créé le plus gros groupe de recherche pluridisciplinaire sur la pollution lumineuse. Donc vous allez voir de temps en temps marqué ALAN, je m'en excuse, c'est un diminutif anglais de Artificial Light at Night. Donc c'est une façon plus rapide de dire pollution lumineuse. Donc, à l'époque, on avait travaillé sur des capteurs, fabriquer des capteurs pour être capable de faire des mesures. Parce qu'à l'université à Lyon, lorsque je me suis tourné vers les physiciens pour demander ce qu'il y avait pour mesurer ces faibles intensités, on m'a dit on a plein de matériel, c'est facile. Et quand j'ai dit moi, j'aimerais travailler sur du millième de lux ou en dessous du millième de lux, on m'a répondu mais à quoi ça sert, on ne le voit pas. Et en fait, d'un seul coup, ce qui était évident devenait nettement moins évident. Et donc, on s'était tourné vers l'université, une plateforme technologique de l'université de Toulon pour fabriquer des tout premiers capteurs de pollution lumineuse. Puis on a beaucoup travaillé avec Dark Sky Lab, dont on reparlera sûrement ces prochaines heures, parce qu'ils ont développé une vraie expertise sur la fabrication de capteurs. On a fait aussi quelques essais pour travailler sur la cartographie, ça c'était en 2017, donc ça date un petit peu. Je vous montrerai quelques petits exemples sur ce qu'on a fait avec l'Université de Saint-Étienne et des géographes. On a beaucoup travaillé sur les conséquences biologiques parce qu'on était d'abord un consortium de biologistes et on a également travaillé avec l'INSERM sur les conséquences en termes de santé humaine. Et puis on a même abordé des aspects législatifs avec l'Université de droit de Lyon 3 pour travailler justement sur tout ce qui tournait entre le droit et la pollution lumineuse. Et au cours de ce petit exposé, j'ai prévu de vous parler un tout petit peu de cartographie, mais de manière très light pour vous montrer ces préliminaires qu'on a fait, et puis essentiellement du coup des conséquences biologiques. Donc concernant la cartographie, on a choisi de travailler sur un transect qui allait de Lyon jusqu'à Bourg-en-Bresse et qui traversait une zone exceptionnelle que vous connaissez probablement, qui s'appelle la Dombe,
qui est une zone d'une richesse assez fantastique en termes de biodiversité. Et ça a constitué le diplôme PHE de Adeline Dumay, qui est maintenant assistant ingénieur au laboratoire. Et on a essayé de se dire qu'on voulait travailler sur le halo, puisque c'est là où il y a un problème écologique qui est important. Et donc, ça nous a conduit à éliminer toutes les zones où il y avait un éclairage direct, donc les lampadaires, à la proximité des villages, des fermes. On a aussi éliminé les forêts, puisque ce qu'on voulait, c'était avoir un accès direct sur le ciel. Et donc, une fois qu'on a eu délimité les zones qui étaient possibles dans toutes les communes le long de ce transect, on a cherché des propriétaires pour avoir les autorisations et pour poser ces capteurs pendant un mois entier, ce qui permet d'avoir un cycle de lune entier. Voilà ce qu'on peut avoir sur un capteur. Là, c'est un capteur de Dark Sky Lab. On voit très bien le début de la nuit, là, vers 18h, et puis l'obscurité qui augmente, et donc on va vers des valeurs élevées de NSB. On voit très bien vers 22h la courbe, le décrochement sur la courbe, en fait, c'est le village qui éteint la lumière, le village le plus proche. On voit même la fin de la Milky Way, aidez-moi, de la Voie lactée, voilà. Et puis on voit un peu avant 4 heures du matin l'arrivée des nuages qui fait complètement exploser le niveau de pollution lumineuse jusqu'à l'arrivée bien sûr du soleil. Voilà une vue d'un paysage nocturne. J'ai exagéré un petit peu en marquant très peu pollué, simplement peu pollué aurait suffi. C'est ce qui se passe sur une partie de la Drôme, où vous voyez en X, donc ici, les différents mois, les différents jours du mois, et en ordonnée, les différentes heures de la nuit. On voit très bien ici le moment de la pleine lune avec un éclairage maximum en rouge. Et puis après, très vite, on tombe dans du bleu sombre ou du noir. C'est des moments où il y a beaucoup d'obscurité dans le ciel. Voilà ce qu'on obtient à 16 km de Lyon, à l'entrée de la Dombe, Mionnet. Donc on retrouve bien ce moment rouge ici de pleine lune, mais derrière l'obscurité, que nenni, il n'y a plus rien. On reste dans du jaune, voire du vert très clair, donc on a encore beaucoup de pollution lumineuse. Voilà ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne de Lyon, 24, 23 km, 29 km, 36 km, 38, et puis jusqu'à 46 ici, où on commence à avoir un peu de bleu, mais vous voyez qu'on est très loin de cet état ici, alors qu'on est quand même à 50 km de Lyon. La traduction de ça, c'est que toute la Dombe est soumise à la pollution lumineuse. Pour vous donner une idée, si on représente ici ce qui se passerait au niveau de Besançon, en imaginant que cet éclirage lyonnais est celui de Besançon, ici, les 40 et quelques kilomètres, ça serait l'équivalent de Vesoul. Donc, ça serait la lumière qu'on verrait à Vesoul s'il y avait uniquement la ville de Besançon. Donc, il faudrait enlever toutes les villes à côté, puisqu'en Dombe, il y a quand même très peu de villages, etc., etc. Et cette situation-là, ça serait celle qu'il y aurait ici à Boult, ou Boult, je ne sais pas si vous prononcez le T. Et ce qu'on a essayé de regarder, c'était la distance à Lyon, pour voir quel pouvait être l'effet de cette pollution lumineuse, ce niveau de luminosité. On voit ici que la première ville, à Mionnet, qui était à 16 km de Lyon, on est déjà à 4,6 fois plus de lumière que ce qu'on devrait avoir s'il n'y avait pas de pollution lumineuse. Une situation sans lune et puis sans nébulosité, donc sans nuages. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a des nuages. Donc l'effet couvercle est assez remarquable. On a 34 fois plus de lumière que ce qu'on devrait avoir lorsqu'on est à Mionnet. Et vous voyez qu'on est sur des niveaux très très largement au-dessus de la ligne rouge qui correspondrait à l'absence de pollution lumineuse. Et donc vous comprenez bien à travers ces quelques exemples que finalement les espaces naturels exempts de pollution lumineuse deviennent plus que rarissimes. D'après Falchi, je ne sais pas si c'est tout à fait exact maintenant parce que la situation a un petit peu évolué, je pense que Romain en parlera tout à l'heure, mais quelqu'un qui vivrait à Paris devrait aller jusqu'au nord de l'Écosse pour trouver un territoire sans pollution lumineuse ou au centre de l'Espagne. Donc vous voyez qu'en Europe, c'est une ressource qui devient limitée. Donc on va passer maintenant à la partie un peu plus le cœur du travail que je mène. Et je vais commencer par une partie un peu plus générale que le travail qu'on fait au laboratoire que je vous présenterai en dernière partie. Cette diapo, pour vous remémorer, si besoin était,
que la Terre tourne autour de son axe en 24 heures, ce qui définit une période de photophase, une période de lumière, et une période de scotophase, une période d'obscurité. Et puis elle tourne aussi autour du Soleil en 365 jours un quart, ce qui définit les saisons au niveau tempéré, 4 saisons. Et avec la pollution lumineuse, en fait, les organismes sont plus capables de voir cette alternance du jour et de la nuit, qui devient de plus en plus masquée. Et la difficulté, c'est que ça fait des milliards d'années qu'on vit avec cette alternance jour-nuit, donc on s'est adapté à ça. Et le fait de perdre cette alternance-là, ça provoque énormément de désordres. Le premier, c'est un désordre lié à la mélatonine, qui est une hormone sécrétée par le cerveau, la glande pinéale, et qui est un indicateur du sommeil et du rythme circadien chez les êtres vivants. Et cette mélatonine, elle est sécrétée uniquement à l'obscurité, ce qui veut dire que lorsque vous rajoutez de la lumière la nuit, de la pollution lumineuse, la mélatonine cesse d'être sécrétée ou la sécrétion de mélatonine est affectée. Et par voie de conséquence, ça change aussi toutes les hormones de stress produites par l'organisme, les glucocorticoïdes, qui vont impacter le stress oxydant, mais aussi l'immunité. Ça change les hormones sexuelles qui impactent le système reproducteur, et ça va affecter les hormones thyroïdiennes qui sont liées au métabolisme et à l'énergétique. Donc vous voyez simplement dans les carrés en dessous, quand vous impactez tout ça sur un organisme vivant, en fait, il n'y a plus rien qui marche. C'est aussi simple que ça. Et je vais donc vous parler un petit peu, illustrer par quelques slides, quelques diapositives, ces altérations qu'on connaît aujourd'hui, en vous précisant que lorsqu'on a commencé ce travail, en 2016 à Lyon, il y avait un peu plus d'une centaine de papiers liés à la pollution lumineuse dans les revues majeures. Et actuellement, il doit sortir un peu plus de 200 papiers par an. C'est-à-dire que dès qu'on cherche sur un organisme quel peut être l'effet de la pollution lumineuse, on le trouve. Et tous les organismes sont touchés. Donc, sur ce rythme circadien dont je parlais, l'alternance jour-nuit, ce qu'on a montré pour des espèces diurnes comme cette mésange bleue, c'est que la pollution lumineuse augmentait les extrapaires copulations, donc les copulations hors couple, c'est-à-dire que le nombre de femelles qui vont chercher du sperme d'un autre partenaire que leur partenaire social augmente. Donc ça modifie beaucoup les règles de paternité chez ces oiseaux. Je ne dirai rien chez l'homme. Concernant le sommeil, toujours chez une mésange, la mésange charbonnière, on a une réduction du sommeil qui est nette chez les femelles, pas du tout présente chez les mâles, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est deux exemples pour illustrer ce rythme circadien. Si on passe sur un rythme circannuel, donc les saisons de reproduction, des collègues en Australie ont travaillé sur des wallabies, des kangourous, et ont montré qu'ils étaient un peu surpris par le fait que dans un camp militaire qui était éclairé sur la côte est, à côté de Perth, je crois, les naissances des kangourous avaient l'air très étalées dans le temps et que c'était un peu bizarre. Et ils ont commencé à se dire, on va le regarder de manière un peu plus précise. Et vous vous apercevez que normalement, dans une situation où il y a peu de pollution lumineuse, les naissances des petits kangourous ici sont très synchronisées dans le temps, de façon à ce que lorsqu'ils vont sortir de la poche maternelle, il y a un maximum de nourriture à l'extérieur. Et puis, dans ce camp militaire qui était éclairé pour des raisons de sécurité militaire, en fait, la naissance des petits est très étalée dans le temps, jusqu'au mois de mai quasiment, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits qui vont sortir de la poche parentale et qui ne trouveront pas grand-chose à manger ou en tous les cas de l'herbe sèche et de mauvaise qualité. Un autre exemple sur un animal un peu plus près de nous, le merle noir. C'est un travail qui a été fait par Dominioni aux Pays-Bas, où il a gardé des merles noirs en volière, soit avec un lot témoin ici en bleu, soit avec un lot qui subit de la pollution lumineuse, qui est une pollution lumineuse typique qu'on retrouve dans nos villes, en rouge. Et il a regardé quelque chose qui se passe au printemps, la croissance testiculaire chez le mâle, qui est conjointe évidemment avec la reproduction. Et vous voyez que dès la première année, cette croissance testiculaire chez les mâles éclairés en rouge est plus rapide, arrive de manière plus précoce que pour les mâles témoins en bleu. Et puis regardez ce qui se passe la deuxième année ici. La croissance testiculaire de ces mâles merles noirs, elle est très très faible la deuxième année, quand ils ont passé une année entière soumis à la pollution lumineuse. Donc vous imaginez les questions que ça pose en termes de reproduction derrière, et de savoir si ces
merles noirs qui vivent en ville, est-ce que c'est des populations sources ou des populations puits en termes de dynamique de population? Je vais maintenant aborder un autre point qui concerne les effets biologiques de cette pollution lumineuse. C'est tout ce qui concerne le phototactisme et l'orientation des animaux. Vous avez probablement presque tous entendu parler de la problématique des jeunes tortues qui, au moment où elles éclosent, à la place de partir vers l'océan, de partir vers la mer, qui est normalement l'endroit le plus éclairé au moment où elles sortent de leur nid, eh bien, l'endroit le plus éclairé maintenant, c'est souvent les rues de nos villages près des côtes qui sont éclairées pour la vie nocturne sur nos cités balnéaires. Et elles se trompent de sens, elles partent dans les rues et elles se font manger par les chiens, écraser, piétiner, etc. Donc ça pose d'énormes problèmes. Je suis sûr que vous avez tous vu, et en particulier les anciens, parce que je sais que c'est quelque chose qui est en train de disparaître, le nombre d'insectes qui tournent autour des lampadaires. On avait calculé avec un collègue à Lyon, si on comptait qu'il y avait 9 millions de lampadaires publics en France, et je crois que maintenant c'est monté à 11 millions, mais avec 9 millions, il y avait 2000 milliards d'insectes qui disparaissaient par an sur nos lampadaires. Donc vous imaginez le trou dans la chaîne alimentaire. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent. Et tout ça, je ne parle pas des lumières privées, bien sûr. Et puis, vous savez peut-être un petit peu moins que même le zooplancton effectue des mouvements verticaux dans l'océan. Et ces mouvements verticaux sont affectés par la pollution lumineuse. Et donc, ça modifie complètement les chaînes trophiques, puisque les animaux ne sont plus où ils devraient être. Et ça peut conduire à des blooms algales. Mais sur ces problèmes d'orientation, j'ai choisi d'illustrer mon propos par ce travail mené par Van Doren aux États-Unis, où ils se sont aperçus que ces deux énormes spots dans la nuit new-yorkaise qui mimaient les deux Twin Towers abattus par les terroristes, eh bien, attiraient des oiseaux. Et ils voyaient ces petits points blancs là, et en fait tous ces petits points lumineux, c'était des oiseaux. Et ils ont été un peu surpris par le nombre qui paraissait très conséquent. Ils ont installé une technologie radar pour essayer de compter ces oiseaux qu'on voit ici sur la diapo. Et puis, voilà ce dont ils se sont aperçus. Lorsque les lumières sont éteintes, parce qu'elles sont en travaux et qu'on les nettoie, eh bien, dans un rayon de 500 mètres autour de ces deux spots, il y a environ 500 oiseaux qui tournent. Lorsqu'elles sont allumées, il y a 15 700 oiseaux qui tournent dans un rayon de 500 mètres. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 oiseaux qui sont prisonniers de ces deux spots lumineux. Sauf que 15 000 oiseaux, c'est beaucoup. Mais, excusez-moi. Ah oui, je sais que je ne voyais pas, c'était écrit de l'autre côté. Je pensais qu'il fallait que j'appuie un peu plus. En fait, en 49 jours, la durée de l'étude, c'est plus d'1 million d'oiseaux. 1 million d'oiseaux qui ont été prisonniers de ces deux spots lumineux de New York. Et une ONG canadienne estime qu'à Toronto, il y a entre 1 et 10 millions d'oiseaux qui meurent sur les fenêtres de Toronto chaque année, et qu'une bonne partie de ces millions d'oiseaux pourraient être sauvés si on éteignait les lumières. Si on monte un petit peu plus à l'échelle, si on quitte l'échelle individuelle pour l'échelle des communautés, là aussi, la pollution lumineuse affecte la composition des communautés. Je suis sûr que Romain en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas trop dévoiler son sujet. On a des espèces, donc déjà, intuitivement, vous êtes naturaliste, vous voyez, je suis sûr, des chiroptères chassés près des lampadaires, vous vous dites, bon, ben, pour certains, il y a une plus-value. En fait, non. Pour tout le monde, il y a une moins-value. Et simplement, pour certaines espèces, elles s'en tirent un tout petit peu mieux, même si elles sont affectées par la pollution lumineuse, parce qu'elles peuvent tirer parti des lampadaires pour chasser. C'est le cas des pipistrelles, alors que pour d'autres espèces, comme les rhinolophes, eh bien, ils fuient la lumière. Et donc, on peut très facilement comprendre que la communauté, en termes de chiro, va complètement changer, puisque toutes les espèces qui fuient la lumière vont disparaître. Je voulais aussi vous parler de cette étude assez rigolote, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais qui a été conduite sur un grand parc londonien, où des étudiants avaient mis des pièges Barber, donc des petits pièges qui affleurent au niveau du sol pour capturer la faune du sol.
soit sous un lampadaire où il y avait en moyenne 19 lux, soit entre 2 lampadaires où il n'y avait plus que 3 lux. Eh bien, ils sont aperçus qu'à quelques mètres de distance, la faune du sol change complètement, et c'est donc bien sûr lié à la pollution lumineuse. Et donc là, on est sur des micro-échelles qu'on n'avait pas du tout imaginées. Et puis, je monte encore dans le niveau d'organisation. Eh bien, la pollution lumineuse, elle va aussi modifier le fonctionnement des écosystèmes. Là, c'était une étude américaine qui avait posé des GPS sur des cervidés et des pumas pour savoir comment est-ce que les pumas chassaient. Et en fait, les cervidés, lorsqu'il y a de la pollution lumineuse, n'occupent plus du tout les mêmes espaces qu'avant et plus du tout aux mêmes heures de la journée, ce qui change complètement la relation proie-prédateur. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce travail qui a été fait sur la pollinisation par des collègues suisses de Berne, me semble-t-il, où ils ont montré que la pollution lumineuse affecte le nombre de visites dans des fleurs qui suivaient de 60%. Donc il y a 60% de visites en moins pour polliniser les plantes. Et ça se traduit in fine par 13% de production de graines en moins. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir sur notre agriculture. Et puis un tout petit mot pour vous dire qu'à Lyon, au laboratoire, on travaille sur les communautés de plantes aquatiques dans les Launes, en particulier le long du Rhône et le long de l'Ain, mais pas que. Et on s'aperçoit que toutes les plantes ne réagissent pas de la même manière à la pollution lumineuse. Certaines fabriquent des composés particuliers qui vont les rendre plus ou moins palatables pour des herbivores comme les limnés. Et qu'à terme, on est en train de travailler dessus. Donc il y a une thèse qui vient de commencer. Ça pourrait changer la composition des communautés végétales. Donc après, ce que je viens de vous montrer, c'est que cette pollution lumineuse, elle affecte aussi bien les animaux à l'échelle de l'individu, et si on monte dans le système d'organisation, à l'échelle des communautés, et puis à l'échelle des écosystèmes. Donc finalement, toutes les échelles du vivant sont affectées. Et je vais poursuivre ce dernier quart d'heure, normalement ça doit être à peu près ça, parce qu'on est en train de faire au labo. Donc je vous ai dit on travaillait d'abord beaucoup sur la pollution lumineuse et ses impacts biologiques. Et le travail qu'on a mené va du fonctionnement même des cellules jusqu'au comportement chez les amphibiens et en particulier chez le crapaud commun, puisque c'est une espèce sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années. On a acquis un vrai savoir-faire dessus. D'abord, je voulais vous interroger pour savoir quelles approches on pouvait utiliser pour mettre en évidence les effets de la pollution lumineuse. Comment on va faire? Je vous écoute. Alors, comparaison. Vous avez d'autres idées? Oui, voilà. Donc, en fait, il y a deux grandes approches. Il y a une approche qui est de dire, on fait des corrélations, on va regarder ce qui se passe pour un animal là-haut, tout en haut dans la montagne, qui est peu soumis à la pollution lumineuse, avec l'animal ici, juste au bord du village. Et puis, on va dire, regardez ce qui se passe pour celui-là par rapport à celui-là. C'est une approche corrélationnelle. C'est une approche que j'aime pas trop utiliser parce qu'on peut faire des corrélations entre tout et tout, et finalement, on n'explique rien. Et puis, trouver un tétralyre là-haut, c'est jouable. Trouver un tétralyre en bas, ça allait un petit peu moins. Et puis, entre les deux, il y a quand même 12 degrés d'écart. Donc, voilà, vous imaginez bien la difficulté. Et au laboratoire, et puis j'ai été formé comme ça lorsque j'étais thésard, on travaille avec une approche expérimentale. On préfère prendre des animaux, par exemple ici d'une zone assez sombre. On les élève au laboratoire, on les maintient au laboratoire pendant quelques jours ou quelques semaines. Pour le crapaud, en général, c'est 2 semaines. Et simplement, notre lot est dispatché en 2, en 3. Un lot ici où la nuit, il n'y a qu'une très faible LED qui émet la lumière des étoiles. Donc c'est une nuit quasiment obscure, mais pas intégralement obscure parce que ça n'existe pas dans la nature. Un lot avec un peu de pollution lumineuse et un lot avec beaucoup de pollution lumineuse. Donc les animaux sont dans les mêmes caisses, avec la même hygrométrie, ils mangent la même chose, ils ont la même température. Simplement la nuit, on leur invente un ciel qui est de nature différente. Et donc si on a des écarts entre le lot numéro 2 et le lot numéro 3, ça peut être lié qu'à la pollution lumineuse. Il y a une exception près, on a toujours travaillé comme ça, je vais vous le montrer maintenant. Et bien sûr, vous avez compris qu'on travaillait sur le crapaud commun,
qui est une espèce protégée, donc ça nous demande un accord de la DREAL pour travailler en toute légalité. Et puis, même si tous nos animaux sont capturés, en général, on les maintient 2 semaines avant de les relâcher, on a quand même un comité d'éthique qui doit valider l'utilisation de ces animaux au laboratoire pendant ces 2 semaines. Et donc, je vais vous montrer, on va commencer par le niveau à l'intérieur même des cellules, qu'on a publié dans une bonne revue qui s'appelle Science of Total Environment, où on a montré que le fonctionnement même de l'ADN à l'intérieur des cellules est affecté par la pollution lumineuse. Donc, un très bref rappel, nos cellules ont un noyau dans lequel on va trouver les chromosomes. Ces chromosomes ici sont composés d'un brin d'ADN, cette fameuse double hélice d'ADN de Watson et Crick, sur lesquels on va trouver des gènes. Et ces gènes vont fabriquer des ARN messagers qui, dans l'intérieur de la cellule, vont provoquer une traduction et la fabrication de protéines. Et donc, nous, on va travailler sur ces ARN messagers ici. Et ces ARN messagers, en fait, qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils traduisent l'activité des gènes. Voilà ce qu'on a montré ici pour un lot de crapauds témoins. On montre que la nuit, les cercles pleins, les gènes fonctionnent différemment de la journée, les cercles vides ici, ce qui est assez logique. Et puis, lorsque je prends notre deuxième pièce où les animaux étaient exposés à 5 lux, bien, ça ne fonctionne plus pareil. On a toujours une différence jour-nuit, très bien, mais on a 3676 gènes qui fonctionnent différemment par rapport aux témoins. Et donc là, on se dit, ah, quand même, là, ce n'est pas 2 gènes qui dysfonctionnent, c'est des milliers de gènes qui dysfonctionnent. Et puis, voilà ce qu'on obtient sur le lot à 0,1 lux, donc un lot qui serait exposé au niveau du halo lumineux dont on parlait au début de cet exposé. Vous voyez que le jour, il fonctionne exactement comme le lot témoin ici. Par contre, la nuit, alors qu'il n'y a que 0,1 lux, eh bien, les gènes dysfonctionnent autant que s'il y avait 5 lux. Et au final, pour ce lot-là d'animaux, on a 1194 gènes qui dysfonctionnent par rapport au lot témoin toujours. Et ces gènes, donc on a été épaté par avoir un résultat aussi violent. Et ces gènes, en fait, c'est principalement les gènes liés à l'immunité et au métabolisme lipidique. Et donc, on se dit, si l'immunité des animaux est affectée, c'est leur réponse aux maladies, c'est leur réponse au stress qui est affectée. Et donc, en termes de population, ça pourrait être franchement super grave. Et donc, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la seule fois où on s'est dit, OK, on va aller voir ce qui se passe dans le milieu naturel, donc avec une approche de type épidémio, donc corrélative, pour savoir si on retrouve ces résultats sur les populations de crapauds qui vivent à l'extérieur, sans les amener au laboratoire pour leur faire subir nos 3 salles et avec différents niveaux de lumière. Donc c'est le travail qu'on a mené l'année dernière avec Louise Chénel, où on a pris autour de Lyon 15 populations de crapauds, certaines près de Lyon avec des sites très éclairés, d'autres un peu plus loin de Lyon avec des sites beaucoup plus obscurs, et puis évidemment des sites intermédiaires. On a réussi à faire des prises de sang sur ces crapauds, et puis déjà on voit qu'on a une masse qui est différente, et que les crapauds ici des zones les plus éclairées, eh bien, ils ont une masse plus faible que les crapauds qui vivent loin de l'éclairage nocturne. Et avec ces prises de sang, Louise Chénel fait de l'immunoécologie, donc elle a travaillé exactement sur plein de paramètres sanguins et le microbiote également, parce qu'il y a des liens entre microbiote et immunité, pour comprendre comment tout ça pouvait fonctionner. Et ce qu'on a trouvé, c'est un impact assez fort sur les gamma-globulines, entre les zones les plus exposées et les zones les moins exposées, et puis un impact sur le ratio albumine-globuline global, qui traduit plutôt un état inflammatoire chez les animaux, alors que ça, c'est vraiment les protéines qui sont essentiellement les anticorps. Donc on voit bien qu'il y a un effet de la pollution lumineuse, mais aussi d'autres facteurs qui covarient exactement en même temps que la pollution lumineuse, même si pour la masse corporelle, on a montré que c'était uniquement lié à la pollution lumineuse. Mais on voit que ces animaux avec sous-pollution lumineuse ont une moins bonne condition physique et ont une réponse immunitaire moins importante,
ce qui corrobore les résultats que je viens de vous montrer sur la transcriptomique, donc sur le fonctionnement des gènes, en particulier des gènes liés à l'immunité. Donc là, c'est un résultat qui devrait être publié par Functional Ecology dans les prochaines semaines. On est en cours de révision. Un travail qu'on a fait avec une thésarde, Morgane Touzeau, où on s'est dit qu'on allait travailler, je vous parlais des hormones thyroïdiennes qui affectaient potentiellement le métabolisme des animaux. Eh bien, on a essayé de travailler sur le métabolisme. Et donc, on a bien sûr pesé les animaux et on a regardé leur activité cumulée. Et vous vous apercevez ici que dès qu'on met de la pollution lumineuse, l'activité des animaux décroît très fortement, ce qui est assez logique pour un animal nocturne. Et puis ici, on a voulu voir si pendant les 2 semaines où on a gardé les animaux au laboratoire, il y avait une évolution de leur masse. Si l'activité diminue très fortement, on pouvait s'attendre à ce que potentiellement la masse change dès lors que tout le monde mangeait à peu près la même chose. Eh bien, ce n'est pas le cas. La masse reste relativement stable, même si la variance augmente avec la pollution lumineuse. Et on a mis des animaux dans une chambre de respirométrie pour calculer leur consommation d'oxygène. Et lorsqu'ils sont au repos, donc le métabolisme de repos des animaux, eh bien, on voit que lorsqu'il y a de la lumière la nuit, il se met à augmenter de manière très considérable dès la première nuit d'exposition. Et après 20 nuits d'exposition, eh bien, là aussi, ce métabolisme de repos était encore très très important, bien plus que pour le lot qui était notre lot témoin. Ce qui signifie qu'en fait, les animaux pédalent dans la semoule, c'est-à-dire qu'ils sont en train, alors qu'ils sont en repos, qu'ils ne bougent pas, ils sont en train de dépenser une énergie considérable, bien plus que les animaux témoins. Un peu la suite de l'histoire. Cette fois-ci, on sort des aspects physiologiques pour entrer sur des aspects un petit peu plus larges sur le comportement. On a essayé de travailler sur l'impact que pouvait avoir la pollution lumineuse sur la reproduction chez notre crapaud commun. Eh bien, on s'aperçoit ici que, que la latence pour s'accoupler, lorsqu'on met des individus ensemble, eh bien, elle est beaucoup plus importante, elle est 3 fois plus longue lorsque les animaux sont soumis à 0,1 lux. Donc, il leur faut beaucoup plus de temps pour s'accoupler. Et puis, si on regarde la fécondation des œufs, eh bien, là aussi, cette fécondation est affectée de la même manière dans ces 2 lots, mais lorsqu'on se retrouve ici avec 5 lux, eh bien, on passe de 80% de fécondation des œufs à seulement 55% de fécondation des œufs. Donc, on voit bien que là aussi, si on se projette sur du moyen terme en termes de population, ben, les populations vont être affectées s'il y a beaucoup moins d'œufs fécondés. Donc ça, été publié dans Environmental Pollution. Et puis, en pensant à Romain qui va parler juste après, on a une publication qui vient de sortir la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, où on a essayé de comparer ce qui se passait sur des populations urbaines et rurales, toujours chez le crapaud. Alors, c'est le crapaud épineux parce qu'on a fait ça dans l'ouest de la France. Mais donc, du coup, on a pris 42 crapauds dans 3 populations rurales, 42 crapauds dans 3 populations urbaines. Et ces 2 lots ont été divisés soit exposés à 0,5 lux, donc une dose de lumière relativement faible, qui n'est pas tout à fait celle du halo, mais pas très loin, soit un lot témoin à 0,001 lux. Et à ces crapauds, au bout de 12 jours, on leur a fait subir tout un tas de tests, et en particulier un test ici lié au fait de pouvoir traverser une zone lumineuse. Donc, et ce qu'on regarde, c'est le temps que les animaux mettent à traverser et le temps qu'ils restent exposés à la lumière, à ce petit rideau de lumière ici qui séparait cet espace ici de celui-là. Et vous voyez ici que pour traverser cette zone, eh bien, 75% des animaux, donc il en reste 25 qui n'ont pas traversé pour le lot ici urbain. Et donc, pour faire traverser 75% des animaux, il faut attendre environ 12 minutes. Mais pour faire traverser 75% des animaux pour le lot rural, eh bien, il faut attendre presque une demi-heure. Donc ça donne l'impression que finalement les animaux qui vivent en zone rurale fuient davantage la lumière. Autrement dit, que les animaux urbains ont tendance à moins fuir la lumière que les autres. Et ça se traduit également par le graphe sur la droite, qui est le temps passé dans la zone éclairée. Vous voyez que ce temps-là, il est beaucoup plus faible pour les animaux issus des populations rurales que les animaux urbains, comme si les animaux urbains avaient tendance à moins fuir la lumière et à être moins gênés par la lumière. Donc ça, on vient juste de le publier dans Behavioral Ecology.
J'accélère un petit peu parce qu'il me reste que 5 minutes. On s'est posé la question, lorsqu'on a commencé ce travail, quasiment l'exclusivité des publications avait trait à des espèces de milieux tempérés, parce que c'est là où étaient les laboratoires de recherche, et on n'avait à peu près rien sur les animaux de zones tropicales. Or, c'est bien en zone tropicale qu'on a les hotspots de biodiversité de la planète, tropicale et intertropicale, et donc on a voulu savoir si les animaux tropicaux étaient plus sensibles ou moins sensibles à la pollution lumineuse. Donc on a travaillé toujours sur un crapaud pour espérer pouvoir comparer un petit peu les choses, même si c'est évidemment pas la même espèce de crapaud que chez nous, là c'est le crapaud buffle. Et on est parti travailler avec Jean Segondi au Costa Rica, et sur ces fameux crapauds buffles, j'accélère un petit peu. Donc on les a exposés exactement comme avant, dans des caisses certaines avec un niveau contrôle de pollution lumineuse. Donc notre appareil n'arrivait pas à déterminer le niveau de pollution lumineuse tellement c'était sombre. D'autres avec 0,04 lux et un lot très exposé à 5 lux qui correspond à ce qu'on peut avoir sous un lampadaire. Et vous voyez que le pic d'activité qui est juste en début de nuit chez cette espèce, chez le low control, eh bien, il se décale progressivement dans la nuit au fur et à mesure qu'on rajoute de la pollution lumineuse. Et les animaux ici à 5 lux ont perdu 4h30 d'activité par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'à la place de commencer à 17h30, ils commencent quasiment à minuit. Donc ils perdent énormément de temps, le temps dont ils ont besoin pour trouver un partenaire, pour manger, etc. Et ce qu'on a montré aussi, c'est chez ces espèces-là, en travaillant sur le réflexe pupillaire. Donc vous savez que lorsqu'on vous donne de la lumière, votre pupille s'adapte automatiquement à l'intensité lumineuse pour laisser rentrer qu'un certain nombre de photons qui vont imprimer votre rétine. Ça, c'est un réflexe. Eh bien, ce réflexe, lorsqu'on met de la pollution lumineuse, il est affecté pour les crapauds buffles, c'est-à-dire qu'ils ont probablement des problèmes de vision lorsqu'ils vont passer de zones sombres à des zones éclairées. Et donc, évidemment, ça pose un problème sur ces zones qui ont le plus fort développement humain à venir, d'après l'ONU, et qui ont ces hotspots de biodiversité. Et ça nécessite vraiment d'imaginer repenser l'éclairage dans ces zones-là, ce qui n'est pas facile parce que c'est des zones en développement. Et ça pose beaucoup de difficultés, à supposer quand même que toutes les espèces réagissent de manière aussi sensible que notre crapaud buffle. Ça, on ne le sait pas encore. Bon, ça, je vais passer. Pour terminer rapidement, pour vous dire que tout ce que je vous ai montré là sur les espèces sauvages, eh bien sûr, je suis sûr que vous vous posez la question de savoir ce qui se passe pour l'homme. Tous les patterns physiologiques dont j'ai parlé sont communs aux vertébrés, donc il n'y a pas bien de raison que ça ne se passe pas chez nous. Simplement, chez nous, on n'est pas capable d'expérimenter, d'enfermer des gens pendant 15 jours avec 3 ciels différents pour montrer de manière parfaite qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet de pollution lumineuse. Simplement, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de cancers hormonodépendants qui sont liés à la pollution lumineuse, cancer du sein, cancer de la prostate. Il y a énormément de papiers qui sortent. Et sur ce papier, on a montré qu'il y avait entre 30 et 50% de risque en plus pour le cancer du sein lorsqu'il y avait de la pollution lumineuse. C'est dommage que Madame la maire ne soit pas là. Je compte sur vous pour lui donner l'information, parce que ça ne concerne pas que la biodiversité, ça concerne aussi la santé humaine. Donc le message à retenir de cet exposé, c'est que toutes les espèces et tous les milieux sont affectés par la pollution lumineuse, y compris loin des villes, que tous les processus biologiques sont affectés, de la physiologie même à l'intérieur des cellules jusqu'à l'organisation des écosystèmes, et que finalement, on risque aussi d'avoir un effet latitude, j'en ai pas parlé, mais je vous répondrai à des questions s'il y a besoin, et puis que ça nécessite de repenser notre éclairage. De manière un peu provocatrice, on peut imaginer que finalement, la nature de ce qu'on devrait avoir, c'est la nuit, et qu'on devrait partir d'un moment où tout est éteint et se poser la question de savoir où on a besoin de la lumière plutôt que l'inverse, ce qu'on a fait d'un point de vue historique. C'était pas mieux avant, mais il faut bien comprendre ce qui se passe, il faut s'informer, et avec Romain, il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui ont participé à cette note de l'Office des choix stratégiques et scientifiques, l'Office parlementaire. Et il y a une note sur la pollution lumineuse qui a été préparée par la sénatrice du Doubs, donc vous devez la connaître. Il faut communiquer, ce que je viens de faire aujourd'hui avec vous, et maintenant il faut agir, et BFC Nature peut agir comme beaucoup d'autres associations qui travaillent sur la pollution lumineuse. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour la qualité de l'intervention qui est assez paniquante, hein,
quelque part. Bon, mais voilà, dont acte. Mais on peut agir. Mais on peut agir, voilà, dont acte. Ma foi, le temps maintenant est aux questions, s'il vous plaît. Vous levez la main et quelqu'un viendra vous porter un micro. Voilà. Bonjour, Patrice Saint-Eghem. Je voulais savoir si un éclairage alternatif, régulier, comme l'éclairage de la circulation automobile sur une petite route, peut affecter la migration des crapauds, en plus de l'écrasement, mais par l'intensité, mais aussi le fait, le réflexe pupillaire et tout ça. Est-ce que ça peut on va mettre plus de temps à traverser la route, donc ils vont se faire encore plus écraser. Oui, j'ai bien compris la question. Pour les crapauds et les amphibiens en général, je pense que lorsqu'ils traversent une route, la probabilité de mourir sur la route, elle est très forte. Donc la pollution lumineuse derrière, c'est mineur par rapport à la probabilité d'écrasement. Mais très probablement, pour des animaux nocturnes comme les amphibiens, eh bien, le fait de prendre des phares dans la figure fait qu'ils ont sûrement une période d'éblouissement relativement longue derrière avant de retrouver leur capacité visuelle précise qui leur permet de se déplacer et de chasser la nuit. Pierre Mallet, Dreal Bourgogne-Franche-Comté, merci beaucoup pour la présentation, très riche en enseignements. J'ai une question par rapport justement aux expérimentations qui étaient possibles pour tester cet effet de lumière. On a compris que l'approche corrélative, c'était pas ton approche préférée. Par contre, elle peut s'avérer utile pour certains sujets d'études, certains animaux, certains végétaux, les humains en particulier notamment. Est-ce que c'est envisageable malgré tout de faire du corrélatif quand on a le constat qui a été présenté de 100% du territoire français sous pollution lumineuse et 88% du territoire européen sous pollution également? Alors oui, ça reste envisageable parce que tu vois, dans l'étude qu'on a menée, la seule que je vous ai présentée, là, qui était avec une approche de type épidémio, donc corrélative, on avait des animaux qui vivaient dans des zones beaucoup plus obscures que d'autres. Alors beaucoup plus obscures, c'était pas totalement obscur, voilà, clairement, parce que ça on peut plus trouver aujourd'hui. Mais c'était des zones qui étaient relativement protégées et bien que relativement protégées, ils avaient quand même de la pollution lumineuse et pourtant on trouve un effet. Donc il y a bien entre l'absolu, le relativement protégé et le très exposé, il y a bien encore entre le relativement protégé et le très exposé, il y a bien encore un écart qu'on a pu mettre en évidence. Même si tu as bien compris les difficultés que ça pose, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont corrélés avec l'exposition à la lumière, la proximité des villes, de pollution, du halo de température des villes. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui covarient et c'est là où il y a une vraie difficulté pour être capable de traiter statistiquement les données. Bonjour Thierry, Jérémy Froidevaux, Université Marie-Louis Pasteur. J'avais une question. Vous travaillez beaucoup au labo sur ces approches du coup d'intensité lumineuse. Est-ce que vous envisagez aussi derrière de travailler sur la composition spectrale de la lumière, du coup aller chercher, faire des différences entre par exemple les LED qui vont avoir une composition spectrale différente de ce que peut-être vous avez déjà fait au labo? Et est-ce que vous pouvez croiser du coup l'intensité lumineuse et composition spectrale pour aller un peu plus loin dans les recommandations qu'on peut faire? Bonjour Jérémy. En fait, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, mais avec un modèle de type crapaud commun qu'on peut maintenir au laboratoire sans stress, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le choix du modèle est lié au fait que les animaux peuvent survivre pendant 2 semaines au laboratoire. Et lorsqu'on monitore leur hormone de stress, parce qu'on a développé une technique où on peut leur prélever quelques microgrammes de salive et doser l'hormone de stress dans la salive, on s'aperçoit que nos animaux ne sont pas stressés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire, de croiser les qualités de la lumière avec l'intensité, sachant qu'aujourd'hui, on a des LED qui sont presque partout. Donc, croiser des LED avec des anciennes technologies, ça n'a plus vraiment de sens. Mais par contre, croiser des LED de qualités différentes avec leur intensité, oui, ça pourrait être intéressant. Bonjour, Apolline Lefort du Muséum de Besançon. Est-ce que vous savez s'il y a des études sur la suite, c'est-à-dire sur l'adaptation des espèces qui sont impactées, c'est-à-dire elles sont nombreuses, hein. Merci d'ailleurs pour votre intervention. S'il y a des études menées sur certaines formes, voilà, le génome il est plastique, est-ce qu'il y a déjà des observations sur les crapauds ou une autre espèce
d'adaptation. Oui, donc là, je pense que c'est un sujet à venir maintenant, parce qu'on est encore à un stade qui va se terminer d'un point de vue scientifique sur le fait qu'on expose et le fait qu'on ait des résultats, parce qu'on a des résultats maintenant sur toutes les espèces et il y a des centaines de publications, donc ça va commencer à devenir un peu relou de continuer à exposer une 14e espèce puis une 245e. Et donc, clairement, la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que les espèces peuvent s'adapter? Et là, il y a encore très, très peu de publications. Il y en a une sur les papillons nocturnes, me semble-t-il, où on montre que les populations des villes ont un phototactisme positif moins fort que les populations des champs. Donc, c'est bien quelque part qu'il y a eu une adaptation. Et ce qu'on a montré sur le crapaud à travers ce première slide que je vous ai mis tout à l'heure, mais qui se poursuivra, c'est qu'effectivement, lorsqu'on avait pris des animaux urbains et ruraux et qu'on les avait soumis à un traitement de pollution lumineuse pendant 12 jours, ce qui est assez classique sur ce qu'on fait sur cet animal, c'est souvent 12 jours, 2 semaines, on est rarement monté à plus que ça, eh bien, l'effet traitement sortait quasiment nulle part. Et ce qui sortait à chaque fois, c'était l'effet population, donc est-ce qu'elles étaient rurales ou est-ce qu'elles étaient urbaines. Donc ça suggère bien qu'il y a effectivement quelque chose à ce niveau-là. Merci. Y a-t-il encore une question? Oui. Oui. Bonjour, Clémence Carteron. Moi, je ne sais pas si j'ai mal interprété un de vos graphiques à propos des crapauds, où j'ai cru comprendre qu'ils étaient plus impactés par une pollution lumineuse modérée que par une pollution lumineuse importante. Alors, vous n'avez pas mal interprété. Simplement, donc, la pollution lumineuse, c'est pas une pollution qui est dose dépendante. Et on a beaucoup d'exemples, je ne me suis pas attardé dessus, qui posent question, parce que sur les collègues qui bossent sur les insectes, ils ont les mêmes choses que nous. On a beaucoup d'exemples d'une espèce de réaction en cloche, où finalement, on a une dose qui peut être très faible, mais très handicapante pour les animaux. Et puis, lorsqu'on augmente la dose, ça diminue. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas l'expliquer. Ça ressemble à des réactions hormonales qui ont souvent ces courbes en cloche. Mais on n'a pas d'interprétation qui vont plus loin que ça. Et ça fait plusieurs fois qu'avec les collègues, on se dit il faudrait quand même qu'on arrive à publier quelque chose parce qu'on a beaucoup de fois dans nos expériences des patterns qui ont ces courbes en cloche-là, quoi. Donc non, vous n'êtes pas trompé. Alors une dernière question, je crois. Oui, merci. Bonjour François Dehonte. Je rebondis sur le questionnement qui était fait sur l'adaptation. On a un phénomène qui est apparu probablement de manière assez progressive. Et est-ce que les études ont été pour la plupart très tardives, on va dire, dans l'apparition du phénomène? Est-ce que justement on a une petite idée de cette progressivité, de la manière dont ça s'est insinué peu à peu dans la nuit, cet éclairage nocturne qui a commencé en définitive, je pense, dès le 19e, mais de manière très faible, et puis au fur et à mesure qui s'est accru. À ma connaissance, voilà, l'effet généralisé, c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais je pense que Romain en parlera tout à l'heure, donc juste après, je vais pas déflorer son sujet. Mais il semblerait que l'exposition à la pollution lumineuse en France baisse ces dernières années. Donc, Romain, ce sera la suite. Parfait, je vous remercie. Bon, il y aura sûrement d'autres questions. Moi, j'en ai, je les retiens. Mais il y a la pause, il y a le repas. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en poser directement à l'orateur. Merci beaucoup pour la communication qui était vraiment passionnante.